Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous bien confortablement. Nous embarquons pour un voyage sur les rives du bassin méditerranéen. Ensemble, nous ferons comme chaque semaine le point sur l'actualité méditerranéenne. Avant, vous verrez une seconde partie plus magazine. Auparavant, nous nous intéresserons à un constat. Face à la recrudescence des actes antisémites en France, de nombreux Français de confession juive décident de tout quitter pour partir en Israël. Nous rencontrerons certains d'entre eux. Nous découvrirons ensuite un lieu habituellement fermé au public, le sémaphore de Sète. À l'intérieur, les militaires surveillent de très près la Méditerranée. Enfin, nous verrons que les méduses pullulent dans toutes les mers du monde. Dans le sud de la France, des scientifiques s'intéressent de près à la question. Mais avant de développer ces titres, cette information tombée cette semaine. Les djihadistes du groupe État islamique ont avancé vers la ville kurde syrienne de Kobané. Une ville stratégique car elle est située au nord, à la frontière turque. Vous allez le voir sur la carte. La chute de Kobané permettrait aux terroristes de l'EI de contrôler une longue bande frontalière de la Turquie. Face à cette situation d'urgence, à sa frontière, le Parlement turc a autorisé une intervention militaire. La coalition est unie pour combattre ce groupe ultra-radical en Syrie, comme en Irak. Plusieurs pays arabes sont réunis dans le cadre de cette coalition. L'occasion pour nous de partir à la rencontre d'une femme pilote de chasse engagée pour son pays, les Émirats arabes unis. Mariam Al-Mansouri, c'est son nom, est devenu un symbole, mais aussi un enjeu de communication face aux djihadistes. Son portrait. Mariam Al-Mansouri, 35 ans, profession pilote de chasse, pays Émirats arabes unis. Elle a le grade de commandant et si elle inspecte son F-16, c'est parce qu'elle a déjà participé aux raids aériens sur la Syrie et qu'elle va y retourner. On doit préparer tous les citoyens de ce pays à défendre les Émirats arabes unis. Tout le monde a la responsabilité de défendre son pays, hommes et femmes. Les Émirats ont largement médiatisé la participation de cette femme à leur frappe contre le groupe État islamique. Une opération pour se donner une image progressiste et également humilier les djihadistes censés craindre les combattantes. Sa photo a été largement reprise sur les réseaux sociaux. Beaucoup saluent son courage et dénoncent aussi le sexisme des djihadistes. D'autres n'hésitent pas à proférer à son encontre des menaces de mort. Le commandant Mariam Al-Mansouri est aussi chef d'escadrille avec sous ses ordres des hommes pilotes de chasse. Elle poursuit sa mission, frapper le groupe État islamique en Syrie. Mariam Al-Mansouri qui fait donc partie des militaires de la coalition qui, je vous le rappelle, rassemble une douzaine de pays, parmi lesquels les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Qatar, la Jordanie et, on vient de le voir, les Émirats arabes unis. Ce chiffre, à présent, rendu public cette semaine, 8 252 000, c'est le nombre d'habitants en Israël. Selon le Bureau central des statistiques, il y aurait 20% d'Arabes, de musulmans et de chrétiens et 75% de Juifs. Israël qui semble attirer de nombreux Français de confession juive. Face à l'augmentation des actes antisémites en France, il décide de tout abandonner pour une vie meilleure. Voyez ces témoignages recueillis par Laurence Nahon et Marc Savino. Un nouveau départ, c'est le projet de Yoni. À 31 ans, il a mis son appartement en vente. Dans 3 mois, il quitte la France et va s'installer en Israël. On appelle ça faire son alia. Derrière lui, le jeune homme laisse famille et amis. Il vient de démissionner d'un emploi de cadre dans une entreprise informatique. Ça va être très dur. Ça fait 7 ans que je travaille dans cette société. J'avais une bonne situation à mon goût. Pendant des années, j'ai fait beaucoup de choses pour y arriver. Et maintenant, hop, je quitte tout. On recommence à zéro. De France, Yoni n'emportera que ses quelques livres. Lui qui se définit volontiers comme un juif traditionnaliste, il a vu le climat se détériorer. En quelques années, une accumulation d'événements le pousse au départ. La mort d'Ilan Halimi, un jeune qui était dans le même lycée que moi, ça a été le premier message. Les enfants de l'école aux Oratora qui ont été tués aussi par Mohamed Merah. Les faits Dieudonné, les manifestations où on entendait juifs dehors. La France n'est pas à toi. Avec cet ensemble de choses, je me suis dit qu'il fallait partir parce que je me sentais plus en sécurité et que ce pays m'appartenait plus. J'avais plus ma place ici. Patiemment, Émilie apprend l'alphabet hébraïque. Grâce à des cours en ligne, elle prépare elle aussi son départ vers Israël prévu l'été prochain. Une nouvelle vie qu'elle a choisie, mais qu'elle sait déjà très difficile. Je suis prête à tous les sacrifices, à apprendre une nouvelle langue, m'éloigner de mes parents qui sont très très proches de moi. Je suis prête à galérer, à faire des boulots
pour lequel je serais peut-être plus qualifiée que ce que je fais aujourd'hui. Donc pour le bonheur et pour que ma fille en sécurité, oui, je suis prête à tout ça. Maman et papa. C'est effectivement pour sa fille de 3 ans qu'Émilie quitte la France. C'est qui pour celui-là? Pour moi. Profondément laïque, non pratiquante, cette mère de famille refuse aujourd'hui d'élever son enfant ici. Moi je veux la fraise au chocolat. Parce que juive, j'ai pas envie qu'elle subisse cette espèce de haine du juif à la Dieudonné Soral. J'ai pas envie, il y a un antisémitisme aujourd'hui qui est complètement décomplexé, des choses qu'on disait pas avant et qu'on se permet de dire aujourd'hui. Je refuse, moi-même je suis obligée de cacher mon étoile de David. C'est à l'agence juive que les départs vers Israël se préparent. Mais ici, les chiffres étonnent. Pour 2014, le nombre de candidats à l'Aliyah devrait dépasser les 6000 personnes. C'est 3 fois plus qu'il y a 2 ans. Et le profil a changé. Ils sont de plus en plus jeunes, de moins en moins religieux. Pour la première fois dans l'histoire du peuple juif moderne, on va dire ça comme ça, il y a 1% d'une communauté occidentale d'un pays libre qui décide d'aller vivre en Israël. Alors d'un côté 1% c'est pas énorme, d'un autre côté lorsqu'on parle d'une démocratie c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Et le rythme des départs pourrait s'accélérer. Comme pour Yoni et Émilie, le sentiment d'insécurité ne fait que grandir dans la communauté juive. 2 fois plus d'actes antisémites ont été recensés depuis le début de l'année. Merci. Et à côté de cette réalité effrayante, il y a des initiatives pleines d'espoir qui méritent d'être soulignées. Nous avons voulu aujourd'hui vous parler de ces surfeurs issus de différents pays méditerranéens, loin des guerres et des conflits. Ils sont venus au Pays Basque pour faire résonner un mot, la paix. L'un est israélien, l'autre turc. Ils surfent ensemble pour la paix. 22 jeunes sportifs de 8 nationalités méditerranéennes différentes sont au Pays Basque pour délivrer un message de tolérance. Nos initiatives visent à créer les conditions dans lesquelles ils pourraient sortir de leur pays, se rencontrer. Si nous, en Europe, on a la chance de traverser la frontière ici sans montrer nos papiers, sans changer de monnaie et aller surfer les spots de nos voisins espagnols, et c'est une autre histoire en Israël ou au Liban. Pendant une semaine, des surfeurs que tout oppose sur l'échiquier politique apprennent à vivre ensemble. On arrive à s'entendre autour d'un sujet commun, qui est la mer. Ça nous réunit et puis par la force des choses, on finit par s'accepter et par réaliser qu'on n'est pas si différents. Vraiment, je n'aurais jamais pu imaginer surfer avec des jeunes arabes. Vraiment, je ne pensais pas que c'était possible. L'association Surfeurs pour la paix espère développer plus de voyages d'échange grâce au soutien des clubs de surf aquitains. Et c'est dans ce contexte tendu au Moyen-Orient et de crainte face à la fièvre Ebola que des centaines de milliers de fidèles se sont rassemblés sur le mont Arafat en Arabie Saoudite. Tous participent au pèlerinage à la Mecque, l'un des plus grands rassemblements annuels musulmans au monde. Ce pèlerinage dont les rites se terminent la semaine prochaine est l'un des 5 piliers de l'islam que tout fidèle est censé accomplir au moins une fois dans sa vie. En Espagne, l'actualité cette semaine, c'est la suspension par la justice du référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Il s'agissait de demander aux habitants s'ils souhaitaient vivre dans un État indépendant ou pas, mais voilà, ce référendum a été jugé anticonstitutionnel. Pas de quoi décourager ces milliers de Catalans qui, vous le voyez, ont manifesté mardi soir pour réclamer le droit de voter le 9 novembre prochain. En France, l'actualité est tout autre. Le sud du pays a été frappé cette semaine par des pluies diluviennes. L'arrêté de catastrophe naturelle sera pris la semaine prochaine concernant la 60aine de communes touchées par les crues dans l'Hérault. Les dégâts sont importants, des usines sont toujours à l'arrêt. Une chose est sûre, il faudra du temps, beaucoup de temps, pour effacer les traces de cet événement climatique exceptionnel. Vanessa Fils nous en dit plus. Les Montpelliérains ont presque eu du mal à y croire au début. Il a suffi de quelques heures à peine ce lundi pour que les voitures se retrouvent prisonnières des eaux et que tout déplacement devienne impossible. C'est surprenant la vitesse où c'est monté. Et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter en fait, tout simplement. Franchement, vu ce qui est en train de se passer là, on peut que craindre. On ne sait même pas comment on va faire pour rentrer chez nous. J'espère juste que je suis bien assuré, après le reste. Mais la stupeur s'est changée en colère et en désespoir tant le phénomène s'est avéré impressionnant et dévastateur. Il est tombé en quelques heures la moitié de ce qui tombe de pluie en une année. Tout est foutu. C'est déjà arrivé 4 fois. C'est la 4e fois. Et les assurances, ils ne veulent pas rembourser. Rien du tout.
Dans la nuit, 4000 personnes se sont retrouvées en situation de naufragés dans l'Hérault, hébergées dans des gymnases ou des salles de spectacle, en attendant de pouvoir regagner des maisons parfois sinistrées. Les pompiers sont intervenus des milliers de fois, cherchant à sécuriser, secourir, repérer les personnes isolées. Dans certains villages autour de Montpellier, on en a vu d'autres, mais cet épisode a été particulièrement impressionnant par sa brièveté et son intensité. Tous les pompiers, je les remercie. Parce que j'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai 93 ans et jamais j'ai vu de l'eau comme ça. Par miracle, il n'y a pas eu de mort ni de blessés graves. De grosses frayeurs toutefois. Cette femme a failli périr noyée dans sa voiture, mais elle a été secourue par un homme qui a vu la scène. Au début, je voyais la voiture qui était en train de dériver. Et quand j'ai vu qu'elle avait vraiment besoin d'aide, je suis sorti du magasin et je suis venu, quoi. Je n'ai pas réfléchi. C'était obligé. J'étais comme ça, comme avec un piolet, vous savez, de toutes vos forces. J'ai cru que c'était la fin, quoi. J'étais vraiment en panique totale. Tout est bien qui finit bien, sauf pour les biens matériels. Il y aura des indemnisations, mais aussi des choses difficilement réparables. Des entreprises ont perdu des millions d'euros et vont devoir recourir au chômage partiel. Des récoltes sont perdues et des maisons devront parfois être détruites à cause des crues successives. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir et revoir ces reportages sur notre page dédiée, le journal de la Méditerranée, sur les réseaux sociaux. Éloignons-nous à présent de cette actualité chargée et souvent douloureuse pour prendre l'air et visiter un lieu habituellement fermé au public, le sémaphore de Sète dans l'Hérault. Un site au point de vue magnifique. À l'intérieur, les militaires se relaient pour surveiller la Méditerranée. Sur le toit du sémaphore, c'est le grand angle de ce magazine. Ce matin, ni soleil, ni ciel bleu. Un épais brouillard couvre la Méditerranée et le port de Sète. Dominant le mont Saint-Clair, le sémaphore est aux aguets. Depuis la passerelle, la visibilité est très mauvaise, obligeant le second maître Lavarenne à une attention renforcée. J'ai 3 bateaux qui vont sortir pendant mon quart, donc on va les surveiller, les interroger, s'assurer qu'ils respectent les règles de navigation, les zones de navigation, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à voir ce qui se passe dehors, donc du coup, c'est là qu'il faut savoir utiliser le reste du matériel pour savoir veiller le radar, les autres senseurs électroniques qu'on a, donc tous les moyens de détection qu'on a qui ne sont pas visuels. Ça demande de la vigilance parce que quand on ne voit pas ce qui se passe dehors, il faut être 2 fois plus vigilant à ce qui se passe sur les écrans. Le sémaphore est un bâtiment militaire appartenant à la Marine nationale. Devenu guetteur il y a quelques mois, Damien a navigué sur tous les océans avant de demander son affectation à terre pour raisons familiales. Il y a beaucoup d'aspects du métier de marins embarqués qui vont me manquer. Le fait de découvrir des gens, découvrir du pays. J'ai fait 12 ans et demi embarqué sur les bateaux en non-stop sur un peu toute certaines mers du globe. Le sémaphore a été reconstruit dans cet ancien fort après la Deuxième Guerre mondiale. À l'intérieur, la vie des marins est organisée comme à bord d'un bateau, avec ses quarts sur la passerelle et ses relèves. À tout moment, on peut être rappelé à la passerelle, donc c'est pour ça qu'on privilégie des repas simples et consistants afin de vraiment pouvoir être disponible au plus vite. Pour nous, c'est un navire à terre, mais c'est un navire. Et pour son équipage, la promiscuité de la vie à bord n'est pas toujours facile au quotidien. Là, c'est le premier sémaphore où je m'entends vraiment avec tout le monde. Et puis, vu mon grand âge, je joue un peu le rôle de grand frère, pas de père. Hein. Surplombant la Méditerranée, le sémaphore observe tout ce qui navigue. Bateaux de pêche, de commerce et plaisanciers, jusqu'à une centaine de kilomètres au large de Sète. On est équipé pour ça de radars très performants qui nous permettent d'avoir une détection à jusqu'à 50-60 000 des côtes, donc avec un système d'identification automatique qui nous permet d'avoir la fiche signalétique de tous les navires qui transitent dans notre zone. L'intérêt du système, c'est que chaque image radar de chaque sémaphore est mise en réseau, ce qui fait que ça permet aux autorités maritimes à Toulon d'avoir une vue globale de ce qui se passe en Méditerranée. On guette, voilà, tout ce qui se passe en fait. Et ça peut même être à terre. Moi, dans d'autres sémaphores, on a averti les gendarmes pour des gens qui enterraient de la fausse monnaie dans une forêt. Vous voyez, donc ça peut être divers et varié. La mission des guetteurs est aussi d'alerter en cas d'incendie et de prévenir Météo France depuis leur poste de surveillance. Les phares n'étant plus habités, ces marins sont les derniers à veiller au grain.
Superbes images, plus effrayantes mais tout aussi fascinantes, celles des méduses. Dans toutes les mers, elles pullulent, les conséquences nuisibles ne sont plus à démontrer, notamment sur la pêche. Cette réalité scientifique est étudiée de près dans un laboratoire de Villefranche-sur-Mer. De la mer du Japon à la mer Méditerranée, les images que vous allez voir sont très impressionnantes. Une silhouette monstrueuse, 200 kilos, 2 mètres de diamètre. Voici la méduse de Nomura. De mémoire de scientifiques, la plus grosse espèce jamais rencontrée. Depuis quelques années, elle envahit la mer du Japon et cause de nombreux dégâts. Quand les pêcheurs remontent leurs filets, ils découvrent une soupe de méduses. Je les déteste. Quand on veut pêcher du poisson, on doit tenir compte des méduses. Mais notre filet n'est pas adapté. Il y a bien quelques poissons, mais ils sont tous contaminés par le venin des méduses et sont impropres à la consommation. D'inquiétantes invasions de ce type, il y en a ailleurs dans le monde. Ici en Israël, cette centrale électrique a même été poussée à l'arrêt. En masse compacte, les méduses avaient obstrué les prises d'eau destinées à refroidir les réacteurs. Ces différents phénomènes poussent certains scientifiques à parler de gélification des océans. Pourquoi les méduses sont-elles de plus en plus présentes? Est-ce le signe d'une future invasion? Donc voilà, c'est le laboratoire des méduses. Dans son laboratoire de Villefranche-sur-Mer, Fabien Lombard cherche à percer le mystère de leurs apparitions. Dans ces bocaux, l'espèce la plus répandue en Méditerranée, la pélagia. Et donc tout ça, ce sont mes pensionnaires. Elles sont apparues il y a 600 millions d'années. On sait qu'elles causent des brûlures, qu'elles pondent jusqu'à 19 000 œufs par jour. Mais l'espèce conserve encore beaucoup de ses secrets. Depuis des décennies sur la Côte d'Azur, elle apparaissait tous les 12 ans. Aujourd'hui, ce cycle est rompu. Ça fait à peu près depuis les années 94 où on a tout le temps des méduses. L'été dernier, il suffisait de sortir du laboratoire, faire quelques mètres sur la rade, pour trouver des méduses à profusion. Il y avait 1 à 2 méduses par mètre carré. C'est-à-dire que pour aller se baigner, à moins d'avoir une combinaison intégrale et une cagoule, c'était pas possible d'y aller. Les scientifiques essaient toujours de comprendre les raisons du développement des méduses. L'une des principales hypothèses serait la surpêche. Dans certains endroits du globe, des millions de poissons sont capturés chaque année, laissant l'espace libre pour les méduses. Les méduses et les poissons se nourrissent sur le même type de proie, c'est-à-dire du plancton en général. Et s'il y a moins de poissons, il y a plus de nourriture pour les méduses. Des pêcheurs et des scientifiques affirment pourtant qu'il n'y aurait pas prolifération en Méditerranée. Tout serait la faute des vents dominants qui ont changé. Restons dans le sud de la France pour goûter à un fruit typiquement méditerranéen, la figue. La récolte a lieu en ce moment. Une variété bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, c'est celle de Soliès. Cette commune varoise et ses alentours concentrent 75% de la production française. Sur place, Marie Morin, Virgile Liado. C'est une cueillette qui commence toujours par une petite promenade, le nez en l'air. Mes arbres sont magnifiques, Habib. Là-bas, je crois qu'elles sont pas mal, là-bas. Bien calibrées, bien grosses. Chaque matin, Béatrice Lambert inspecte ses 300 figuiers. Elle tend la main seulement vers les plus beaux fruits, ni trop verts, ni trop noirs. Ici, pas de machine, mais un geste ancestral. Alors, pour cueillir une figue, il suffit donc de la saisir entre les doigts, de la tourner délicatement. Et ensuite, vous voyez, faire attention au lait de figue qui coule, qui est très très irritant pour la peau. La figue de Soliès se cultive exclusivement dans le bassin du Gapot. Et ce n'est pas un hasard, l'ensoleillement et les températures y sont parmi les plus élevées de France. La récolte est belle, on a des beaux calibres. Donc ça c'est une belle figue, mais elle est bien rouge à l'intérieur. Elle sera un petit peu sucrée, parfaite, ouais. Une petite boule noire, labellisée AOP depuis 2 ans. À la fin de la journée, Béatrice Lambert apporte toute sa récolte à la coopérative du village. Et voilà. Ici, on trie, on calibre, on emballe. Sur 70 mètres de tapis, la figue se dévoile sous toutes ses coutures. Toutes les figues vont passer sur le premier tapis de triage, où vont être écartés les fruits les plus mûrs. Puis, ensuite, celles qui vont cheminer ici vont passer le scanner, où chaque figue va être analysée sous 50 postures différentes. Avant ensuite d'être calibrée, donc pesée, et d'être attribuée à chaque sortie. En à peine 3 mois, 1000 tonnes de figues sortent de cette chaîne. Direction la France entière, mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. La rançon de la gloire.
L'appellation AOP, ça permet à la figue de Soliès de se positionner sur le marché comme gage de qualité vis-à-vis de la concurrence étrangère. C'est la reconnaissance d'un terroir, des savoir-faire, et du coup, on a une demande qui au jour d'aujourd'hui est nettement supérieure à l'offre. La figue, produit tendance à la cuisine. Sucrée, juteuse, elle accompagnera ce midi un foie gras poêlé et son blinis à la mode provençale. Ça va porter au blinis le craquant, le goût de la figue, la douceur de la figue évidemment. Ensuite, le chef reprend encore quelques figues. Il va cette fois les faire rôtir. On va prendre des beaux morceaux de laurier qu'on va insérer dedans. Ça va relever la figue. Et on va y mettre du miel. Très peu. C'est vraiment pour apporter un peu plus de gourmandise dedans. Et ensuite, on va les passer au four pendant 6 minutes à 180 degrés environ. Sur le feu, le blinis dort. Le foie gras est à son tour poêlé tout simplement. Dans l'assiette, la figue n'a pas besoin d'artifice. C'est des produits qui sont simples, qui n'ont pas besoin de trop de travail et qui sont extrêmement goûtus. Il ne faut pas faire trop de choses autour. Vous avez du craquant, vous avez du moelleux, vous avez du sucre. C'est un produit qui est magique. La figue, star de nos petits plats, un parfum de Provence pour commencer l'automne. Sa passion à lui, ce ne sont pas les figues, mais le raisin. Alors que les vendanges se terminent, Jacques Quérel nous fait partager son amour du vin. Caviste de profession, il travaille dans l'un des magasins spécialisés les plus anciens de Montpellier et, vous allez le voir, pour conseiller au mieux ses clients, il ne laisse rien au hasard. Son portrait est signé Laurent Baumel et François Jobard. En période de vendange, on aime bien aller voir nos vignerons pour savoir un petit peu comment se présente le millésime. Jacques Quérel, dans l'un de ses exercices préférés. Celui qui l'attend dans cette cour est un jeune vigneron, Guilhem Viau, rencontré il y a 6 ans. Comment vas-tu, toi? Ça va bien? Ça me fait plaisir. Au pied du Pic Saint-Loup, la bergerie des Capucins, une valeur montante des vins languedociens. Un vignoble qui ne cesse de proposer des vins de qualité. Une aubaine pour le plus ancien caviste de la place de Montpellier. C'est fou, hein, tout est feuillé, tout est raflé, il n'y a plus rien. C'est incroyable. C'est magnifique. Voilà. La vendange 2014, à la vue de ce grenache, enchante les deux hommes. Guilhem Viau s'empresse de faire déguster ses premiers jus. Là, je vais te faire goûter une parcelle de Syrah. C'est une nouvelle parcelle, une parcelle de garrigue qu'on a défrichée. Vous avez cette couleur. Une visite qui n'a l'air de rien, mais qui est importante pour le vigneron. Être référencé chez ce caviste, c'est l'assurance de vendre une bonne partie de sa production de 65 000 bouteilles. Quand je l'ai rencontré, je ne savais pas trop ce qu'il fallait attendre d'un caviste. Hein. J'avais jamais fait de vente. Hein. C'est un milieu que je connaissais absolument pas. Vous êtes un découvreur de talent? Oui, c'est un peu notre métier. Et puis c'est ce qui nous fait vivre, avoir de l'image grâce aux vignerons. Sans eux, on n'est rien du tout, quoi. Jacques Quérel, dans sa cave à Montpellier. 1320 référencés de 4 à 1000 euros la bouteille. S'il ne fixe pas le prix, en revanche, son palais est lui intransigeant. On a tout goûté systématiquement. Même les rosés qu'on fait chaque année, on les goûte parce qu'il y a des rosés qui ne sont pas bons certaines années. Et donc on peut pas vendre des vins pas bons, c'est pas possible. Il est l'héritier d'une famille de marchands de vin. Une aventure débutée il y a 170 ans. Voilà l'album qu'on a trouvé donc chez mes parents. C'est l'album du monde élégant, service maritime. Dans les années 70, avec la vulgarisation de la bouteille, le métier prend un nouvel essor. Devant l'explosion de l'offre, les cavistes jouent un rôle important auprès des consommateurs à condition de savoir faire déguster. Aujourd'hui, un caviste qui ne sait pas faire déguster les vins qu'il a dans sa cave n'a pas lieu d'être un caviste. Pour moi, un caviste, c'est quelqu'un qui partage sa passion, qui fait des dégustations, qui fait découvrir auprès de la restauration, qui va auprès des entreprises pour faire découvrir. C'est ça un bon caviste aujourd'hui. Il y a 20 ans, le caviste c'était un distributeur de vin comme ça. Là aujourd'hui, c'est reconnu comme un vrai métier. Et la machine à remonter le temps s'est accélérée avec la visite, ce jour-là, du représentant de la plus ancienne maison de Champagne. Tous les deux, on a 600 ans. Vous les faites pas, hein? C'est vrai? Mais ça conserve. Le champagne est un produit qui conserve. Oui. Attention, Jacques. Caviste, le blanc de blanc. Un métier d'épicurien. Pour la petite occasion, le rosé, c'est une petite histoire d'amour. Et selon la formule consacrée, c'est à consommer avec modération, bien sûr. Tout autre chose avec les créations d'Antti Lovag. Cet architecte connu pour ses maisons bulles est décédé cette semaine à son domicile des Alpes-Maritimes. À l'occasion de visiter ses créations anticonformistes. Laurent Verdy, Laurence Collet. Rondeur, espace, bulle, Antti Lovag détestait les angles. Sur les hauteurs de l'Estérel, on trouve son palais Bulle, œuvre la plus marquante de l'architecte dans les Alpes-Maritimes. Anticonformiste né en Hongrie, il a construit des dizaines de maisons bulles avant de prendre sa retraite. En 2001, Antti Lovag nous expliquait le but de son œuvre.
C'est l'homme qui m'intéresse, quels sont les espaces humains, c'est ma passion. Parce que beau ou laid, je ne connais pas. Pour moi, c'est du fascisme. C'est un système totalitaire quand on dit que ça c'est beau ou ça c'est laid. Comme cette habitation, ces œuvres ressemblent à des igloos. Antilovag s'appuie sur la technique dite du voile de béton. Du béton est projeté sur un ferraillage, donnant sa forme à la maison. Pour lui, pas question de parler d'architecture, il faisait de l'habitologie. Antilovag était un sculpteur architecte. D'ailleurs, il se définissait lui-même comme habitologue. Il ne voulait pas être classé dans une catégorie ou rangé dans un tiroir. Ses créations, rondes, apaisantes, lui rappelaient le ventre d'une mère, peut-être la sienne qu'il a perdue, assassinée lorsqu'il était encore enfant. L'architecte retraité vivait presque en ermite dans sa maison de Tourette-sur-Loup. Il a définitivement quitté sa bulle à l'âge de 94 ans. Difficile, lorsque l'on évoque l'actualité du bassin méditerranéen, de ne pas revenir sur l'anniversaire de Brigitte Bardot. L'icône mondiale du cinéma a célébré cette semaine ses 80 ans dans l'intimité de sa villa tropézienne. Ses sorties sont devenues si rares que son apparition sur le port de Saint-Tropez il y a quelques jours a fait figure d'événement. Tu leur fais un signe sur le bateau, s'il te plaît. Bébé dans le port de Saint-Tropez. Cela faisait 10 ans que ça n'était pas arrivé. À la veille de ses 80 ans, Brigitte Bardot a quitté la Madrague pour saluer l'équipage du trimaran de l'association écologiste Sea Shepherd. Voilà, ça c'est parfait. Ces apparitions se font toujours plus rares. Pour une fois, Bébé rejoue la star. Dès le début de sa carrière, tous les objectifs sont braqués sur l'actrice. Je suis pas mignonne. 16 ans, un joli minois et quelques rôles gentillets à partir de 1952. J'étais voir un producteur pour un rôle de vamp. Un Vadim. La jeune fille de bonne famille tombe amoureuse de Roger Vadim. Elle doit attendre ses 18 ans pour l'épouser. En 1956, dans Et Dieu créa la femme, le réalisateur fait d'elle un sex symbole. Vadim m'a laissé faire, m'a laissé être maquillée comme j'avais envie, c'est-à-dire pas maquillée. Coiffée comme j'avais envie, c'est-à-dire pas coiffée, et habillée comme j'avais envie, c'est-à-dire pas habillée. Voilà, alors j'étais comme j'avais envie d'être, et ça a déclenché des scandales. Une héroïne indépendante, libre de vivre sa sexualité à l'égal d'un homme, Bébé est un modèle pour les jeunes femmes de son époque qui adoptent son style vestimentaire. La vie serait plus belle. Dans les années 70, la scandaleuse dénonce un scandale, la maltraitance envers les animaux. Pourquoi notre époque tuer des bébés phoques? Ces dernières années, Brigitte Bardot a fait scandale pour ses prises de position politiques. Elle a été condamnée plusieurs fois pour incitation à la haine raciale. Avec Bébé, c'est tout ou rien. On l'adore ou on la déteste. Une chose est sûre, c'est une star à part. Et comme une star peut en cacher une autre, l'image de la semaine, c'est un mariage très commenté à Venise. Georges Clooney et Amal Alamudine ont scellé officiellement leur union, c'était lundi, après un long week-end de faste qui a mis la cité des Doges en émoi. Je vous quitte sur ces images, très bon week-end, très belle semaine. Dis-moi que tu m'aimes, que la vie est belle, que ce monde est fou. Et quoi qu'il advienne, je resterai tienne à toi jusqu'au bout.